Il a fallu attendre qu'il y ait 8 morts pour que tout le monde se révolte de façon extrêmement forte et fasse barrage au laisser-aller incroyable qu'il y avait dans cette ville sur les conditions de vie des gens. On a dû attendre qu'il y ait 8 morts et ça, c'est un poids de culpabilité qu'on porte et en même temps, ça nous a fédérés. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio. Saison 2 sur la planète Mars et qu'est Marseille. Ah, ça fait plaisir de te voir, putain. Tu m'as refait ma journée. J'allais rentrer à la maison et finalement, j'allais chercher une cigarette au détail. Tu vois, non, là, tu es en Afrique. Ah non, je suis bien. Je dois aller rue des Caverdiens. Tu as tout ce que tu veux, tu le sais. Tu as compris. Mais depuis l'effondrement, on n'est plus trop là parce qu'il y a trop de police. non, mais je rigole même pas. Nous sommes aujourd'hui dans le quartier de Nouaille, au centre de Marseille. Le quartier est coupé en deux par la longue rue d'Aubagne qui monte. C'est dans cette rue que se sont effondrés en 2018 2 immeubles délabrés, un matin. Comme ça, il y a eu 8 morts, c'était une tragédie. C'est un drame national qui a choqué toute la France et qui a provoqué la chute de l'ancien maire Jean-Claude Gaudin. On en a beaucoup parlé dans les médias. Aujourd'hui, on va rencontrer une habitante du quartier qui était présente le jour des effondrements. Valérie Manteau est auteure, journaliste, employée du musée de Marseille. Valérie va nous raconter la semaine la plus éprouvante de sa vie. À cause des effondrements, bien sûr, mais pas seulement. Il ne faut pas trop dépasser trop la limite, parce que des fois, il y a des limites. Histoire de quartier d'Oxmo Puccino. La date centrale de cette rencontre pour laquelle je te remercie d'être là, c'est le 5 novembre 2018. Carrément, 5 novembre 2018. Avant ce 5 novembre 2018, quelle était ta vie? Moi, j'ai emménagé, tu vois, au début de l'année 2018. J'ai pris cet appart à Noailles, donc qui est vraiment le quartier de centre-ville. Voilà, je fais partie aussi de ce qu'on appelle la gentrification des quartiers de centre-ville de Marseille. C'est-à-dire, voilà, t'as des cultureux dans mon genre qui votent à gauche, qui aiment les quartiers populaires, qui ont choisi de s'y installer. C'est pas subi du tout. On est à la fin du règne Gaudin, là, et de toute cette droite horrible qui méprisait de façon extrêmement décomplexée le centre-ville, en disant voilà, c'est un endroit où on peut pas mettre les pieds, c'était vraiment, il y avait un discours assez horrible, et une volonté de virer les pauvres du centre-ville. Très clair, depuis 20 ans, c'était assez évident. Donc ce 5 novembre, il y a eu 2 immeubles qui se sont effondrés. C'était novembre 2018, il avait plu énormément, il faisait hyper froid, on n'est pas habitué à ce temps-là ici. J'étais là, mais pourquoi j'habite à Marseille pour me taper un temps comme ça, quoi. Bref, je suis sortie de chez moi, alors que dans l'angle de la rue, quand je sors de chez moi, normalement, j'aurais dû voir les pompiers. Enfin, c'était sous mon nez, je pense. J'ai rien vu. Je suis sortie de chez moi en regardant mes baskets. J'ai tourné à droite et je suis arrivée au musée. Et au musée, on m'a dit, mais t'as vu, il y a un truc qui est en train de... Enfin, je sais pas, les gens avaient les news, quoi. Comme un séisme, en plein cœur de Marseille. 2 bâtiments de 5 étages, réduits à un tas de gravats. En quelques secondes. Je me souviens très bien de cette scène où on était là en train de regarder sur Mappy, je sais pas quoi, où était le 63 et le 65 rue d'Aubagne, juste pour visualiser sur la rue, et que j'avais l'habitude de passer devant, et que tu te dis, cet immeuble-là, sérieux, il a une sale tête. Ça doit pas être facile. Il a des grosses fissures, c'est pas une bonne idée d'habiter là-dedans, et en même temps, c'est la réalité de ce quartier. Et le quartier, il est vraiment vérolé par ce qu'on appelle les marchands de sommeil, c'est-à-dire des gens qui louent des taudis infâmes à des familles sans papier. C'est un phénomène récent, parce que historiquement, les premières vagues d'immigration étaient logées là, mais c'était les prix normaux. On a les problématiques qu'ont beaucoup de villes portuaires, c'est-à-dire les quartiers qui sont autour du port. Historiquement, c'est mal famé. C'est effectivement les vagues d'immigration qui arrivent là parce que c'est un lieu d'arrivée. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout les Algériens. Énormément d'Albanais, de Nigérians. Enfin voilà, tu sors du bateau, tu vas dans les immeubles qui sont le plus proches. Ceux qui se sont effondrés, c'est des vieux immeubles en fait, mais qui n'ont pas été construits pour durer aussi longtemps et qui ont été très mal entretenus. Il y a un tiers du quartier qui est là depuis moins de 2 ans. Ton immeuble, celui dans lequel tu habites, il penche un peu aussi, non?
Effectivement, le parquet chez moi est hyper en pente. Non mais tu vois, j'ai un chat, donc laisse tomber, il y a des petites balles qui roulent là. Tu lâches un truc, ça traverse l'appartement parce que tout est en biais. Puis voilà, il y a des petites fissures, bon, mais je me suis pas une seconde dit que ça allait être dangereux, quoi. Et ben ça, je peux te dire que le lendemain de l'effondrement, je rigolais pas du tout. On habite dans des endroits qui sont ultra dangereux et on est complètement inconscient. Et puis en plus, un des premiers trucs qu'ils ont fait en arrivant sur place, les pompiers, c'est de faire s'effondrer le 3e immeuble. Parce qu'en fait, donc, comme je disais, la rue d'Aubagne, elle est méga en pente. Donc, ils reposent les uns sur les autres. Ils reposent les uns sur les autres, exactement. Et donc, rien ne te garantit que tout le haut de la rue va pas commencer à tomber comme ça. Donc, les pompiers ont mis un poids sur le toit de l'immeuble pour faire s'effondrer le truc qui s'est effondré sans aucun problème. En fait, on a su assez vite dans les infos qui circulaient en ville qu'il y avait une des nanas qui habitait au 65 qui avait déposé son gamin à l'école et qui n'était pas joignable. Enfin voilà, les voisins ont très vite fait le compte des gens qui habitaient là, hein, donc tout le monde essaye de joindre tout le monde et donc elle, on savait qu'elle manquait à l'appel. Et on l'a su jusqu'à 4h30 à la sortie de l'école quand elle n'est pas venue chercher son gosse, que là il était évident que... T'as cette espèce de conte un peu égrené comme ça dans la journée où d'un coup t'as les profils des gens, c'est atroce quoi. Il y a un mec de 30 ans, il y a une étudiante, il y a cette mère de famille, enfin voilà, c'est vraiment... Moi je pense aussi ce qui m'a réactivé un truc très bizarre, c'est que moi j'avais déjà vécu ça différemment mais au moment de Charlie. Oui. Moi, j'ai travaillé à Charlie pendant plusieurs années. J'y travaillais plus au moment des attentats, mais c'était des gens, moi je connaissais toutes les victimes très bien, et certains étaient des amis extrêmement proches encore. T'apprends toute la journée qui est mort, qui est pas mort. T'essayes d'appeler les gens, ils répondent pas. Tu te dis s'ils répondent pas, c'est peut-être que ils sont à l'hosto, tu vois. L'angoisse. Ouais, voilà. Et moi, à Charlie, j'étais déjà au Mucem. J'ai appris le truc au Mucem et j'ai vécu un peu. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir, mais si, parce que c'est les mêmes processus. Je pensais aux gens qui étaient en train d'avoir les mêmes coups de fil. Quand tu apprends que tu as un mec de 30 piges qui est sous les décombres, tu dis bah là, il y a une mère qui est en train de recevoir un coup de fil. Sa vie est en train de basculer. Et donc, on arrive au soir. Toi, tu rentres chez toi. Je rentre chez moi et je vois des affiches qui avaient été posées du coup dans la journée par les gens du quartier qui disaient réunion du quartier mercredi soir. Tout de suite, il y avait cette certitude partagée par tout le monde qu'il y avait des responsabilités politiques à ça. Le maire de Marseille a tout de suite dit que c'était à cause de la pluie, ce qui a foutu tout le monde en rage et à raison. Et le mec, il faut quand même se prendre conscience de qui était Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille pendant 25 ans. Le type arrive sur le lieu des effondrements, il fait une blague à un élu communiste qui a un local juste à côté des effondrements en disant « Ah ouais, toi, t'es pas sous les décombres ». Et puis ensuite, il y a un tweet de la mairie de Marseille disant que Jean-Claude Gaudin dit que c'est probablement à cause de la pluie importante qu'il y a eu ces derniers jours. Donc là, il y a un télescopage qui se fait pour tout le monde, c'est-à-dire oui, on râlait tous sur la pluie, parce qu'on n'est pas content quand il pleut, mais par contre, on est tous d'accord que normalement, il peut pleuvoir sur nos immeubles, ils sont pas censés tomber, quoi. Et immédiatement, il y a eu des banderoles dans le quartier qui se sont affichées, complètement faites par les gens, marquant « c'est pas la pluie ». On savait tous de quoi on était en train de parler. C'est pas la pluie et tu vas pas t'en sortir comme ça. Ça me fait des frissons même d'en reparler parce que les gens ont eu des réflexes individuels qui se sont cumulés et qui ont fait cette boule de neige énorme qui a donné la mobilisation incroyable qu'on a eue ici. Et ça venait dans une séquence politique, tu vois, on était 2018, donc Gaudin, ça faisait 20 ans qu'il était là, que tout le monde, enfin je pense vraiment sincèrement, on en avait ras-le-bol, on en avait... Ça revient aussi sur c'est quoi notre façon d'habiter Marseille, quand on a un peu honte.
Au bout d'un moment d'être dans la deuxième ville de France, et c'est dysfonctionnel au dernier degré, tu vois. Quand on en a marre de répéter tout le temps en boucle, Marseille, c'est pas la France, parce que y a des immeubles qui s'effondrent, on n'a pas de transport, on n'a pas les écoles, c'est n'importe quoi, il pleut dans les classes, enfin voilà. Et au bout d'un moment, ce truc de... On est super fiers d'être Marseillais, parce que Marseille, c'est pas comme Paris, sauf que, en fait, moi, au bout d'un moment, je veux bien récupérer une partie des services publics de Paris, ou de Lyon, ou de Bordeaux, quoi, parce qu'il me semble qu'on est dans le même pays. Et mon voisin, qui est marocain d'origine, il me dit « Oh, mais ça, c'est vraiment... On a des problèmes d'éthique de tiers-monde. Enfin, voilà, au Maroc, ça arriverait, personne n'en aurait rien à foutre. Et ici, c'est quand même dingue que ça puisse se passer. » Il me dit un truc comme ça. Viens le mercredi. Je suis au taf, je suis dans mon bureau. Il est 13h moins quart. J'ai mon téléphone qui sonne, c'est mon éditeur. Et là, l'éditeur, il me dit « T'es où ?» Et je suis là, genre, je suis au bus, Sam. Où tu veux que je sois? Il me dit « Ok, donc tu vas pas pouvoir être à Drouan dans un quart d'heure. » Et je suis là, genre, alors, non. Alors là, c'est clair, la question, elle est vite résolue. Attends, j'appelle mon jet. Il me dit, parce que là, je viens d'avoir Jérôme Garcin, je crois, au téléphone, qui m'a dit qu'il te donnait le prix Renaudot, et du coup, il l'annonce dans un quart d'heure à Drouan, donc qu'est-ce que tu proposes? Je dis, ah non, mais n'importe quoi, t'as fait une blague, Jérôme Garcin. Et l'éditeur s'énerve un peu, il me dit, non, mais Jérôme Garcin ne me fait pas de blague, en fait, on n'est pas potes. Donc je pense que s'il me dit qu'il vous a filé le prix Renaudot, il le pense, en fait, ils vont vraiment le faire. Du coup, on fait quoi? Tu viens à Paris? Donc là, c'est le second événement de cette semaine hallucinante pour toi. On t'annonce que ton livre, Le Sillon, obtient le prix Renaudot 2018. Tu peux nous redonner la chronologie exacte des 2 événements qui ont changé ta vie? Les effondrements, c'est lundi 5 novembre et la création du collectif, la première réunion de quartier et le prix Renaudot, c'est mercredi 7 novembre. Et donc l'éditeur me dit, je lui dis, bon voilà, je pense pas que je vais aller à Paris aujourd'hui, j'irai peut-être demain, mais en tout cas là ce soir il y a la réunion de quartier, donc je peux pas. Je pense que je le saoule là à ce moment, vraiment. Lui il est loin de Marseille. Lui il a toute la planète qui est en train de l'appeler, il est en train de réfléchir à des trucs d'éditeur, il a bien raison de réfléchir d'impression de bandeau, parce que c'est ça concrètement, d'avoir un prix littéraire, c'est de mettre à recourir des dizaines de milliers de livres de bandeaux avec marqué prix Renaudot, donc ça faut les imprimer. Bref, toutes ces questions là qui étaient ses questions à lui il était en train de carburer avec ça, donc il me dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, si j'étais toi, je viendrais quand même à Paris parce qu'il me semble que c'est important dans la vie d'une autrice. Même, ouais, de recevoir le prix Renaudot, tu vas peut-être pas t'arriver 50 fois, donc je serais toi. Je prendrais un train, mais fais ce que tu veux. C'est vraiment aussi les coups de fil qui te changent la vie, quoi. Et moi, Allô ? Pour quelqu'un qui publie un livre, voilà, d'avoir un des prix littéraires de la rentrée, c'est énorme, c'est énorme. Ma mère me dit, non mais évidemment qu'il faut aller à Paris. Enfin, les gens, je vois bien que les gens sont hyper contents, hyper hystériques, et du coup ça me contamine. Et je me dis, bon voilà, peut-être qu'à un moment, là, il faut que je vive ce moment-là qui est à moi. Je récupérerai l'histoire collective plus tard, mais je l'ai vachement présente à l'esprit. Donc il y a une nana de la Provence qui m'appelle direct. Première question qu'elle me pose, c'est en tant que Marseillaise, est-ce que vous êtes fière ? Et là, moi, évidemment, le truc qui sort, je suis là, là, vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment à Marseille, je peux pas être fière. Je parle des effondrements des immeubles, je me lâche en plus complètement sur Gaudin. Et tout de suite, ce moment-là, d'avoir de la presse, d'avoir une tribune, je l'ai tout de suite vécu en me disant, voilà, ça va servir à ça. Peter Handke, il avait cette phrase magnifique qui dit, il faut pas se plaindre, il faut porter plainte. Il faut poser le cadavre sur la table et pas en parler. C'est ça la création, pour beaucoup d'entre nous, je pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de rendre public. C'est-à-dire que ça devienne un sujet et que ça soit pas un fait divers. Il y a eu cette réunion de quartier à laquelle je n'ai pas assisté, du coup. Donc un collectif qui s'est appelé Collectif du 5 novembre Noailles en colère. Ça donne le ton, tu vois, parce que c'est Noailles, c'est pas Marseille en colère, c'est Noailles. Là, ça vient du quartier populaire. Immédiatement, organisation d'une marche blanche le samedi. Pendant la marche blanche, il y a un balcon qui s'est effondré devant les manifestants, sur le cours Liotto, là, juste à côté. Donc t'imagines le délire. Là, on commence à se dire, non mais en fait, la ville va s'émietter. Vraiment, la ville s'effondre. Il y a eu une manif quasiment toutes les semaines et tous les 15 jours ensuite, pendant plusieurs mois. Le maire est muré dans la mairie, ne sort pas, ne parle à personne, la conscience que tout le monde le déteste et que là, il va pas s'en sortir hyper bien sur sa fin de mandat, et lui, il est préoccupé de ça. Il reçoit pas les familles des victimes. Enfin bon, c'est vraiment, il y a un mépris qui est pas acceptable en fait, et qui fait monter aussi la sauce du côté de la mobilisation, évidemment, parce que ça serait peut-être pas pris s'il avait eu une réaction plus humaine. Qu'est-ce qui a changé profondément dans la conscience du quartier après cet événement? Ce qui est né de tout ça,
tout le monde se parle du jour au lendemain. Bon, c'est un quartier de manière où les gens ils discutent facilement, hein, les commerçants, tout le monde se connaît, mais là, les gens commencent à organiser des cuisines chez eux pour faire des repas, qui mettent en barquette, qui vont aller livrer dans les hôtels pour les gens, et ça, c'est les commerçants du quartier qui filent de la bouffe gratos pour ça. Enfin, tu vois, c'est un truc qui s'auto-gère, mais qui se produit hyper simplement. Quand même beaucoup de gens qui sont en situation précaire, qui sont pas forcément très impliqués politiquement, qui sont des gens qui parlent pas toujours très très bien français, qui sont pas en mode on va revendiquer nos droits, et pourtant qui s'organisent. C'est que les événements difficiles relient plus fortement que toute autre cause. Dans la culpabilité aussi, parce que pourquoi est-ce qu'on se mobilise là-dessus ? C'est parce qu'il a fallu attendre qu'il y ait 8 morts pour que tout le monde se révolte de façon extrêmement forte. Et en même temps, ça nous a fédérés, ça nous a reliés, ça nous a permis d'aller vers du mieux. C'est pas toujours le cas. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire c'est les tragédies aussi qui donnent la consistance du quartier. Est-ce que le drame t'a rapproché de certains voisins que tu connaissais pas? Parce que même si c'est dramatique, ça reste une aventure humaine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour même de l'effondrement des immeubles, ils ont évacué tous les immeubles autour. Des centaines de personnes qui ont eu une demi-heure, enfants, machin, tout le monde dégage, vous prenez une valise, vous allez à l'hôtel, on vous rappelle. Et il y a cette problématique que je vois passer sur les réseaux sociaux de les gens qui avaient des animaux chez eux. Il y a une nana qui laisse un message en disant « Moi, j'ai 2 chats qui sont chez moi. Je sais pas comment je vais gérer ça. Je suis à l'hôtel avec mes gamins. J'ai pas le temps de gérer les chats. » Moi, je me dis « Attends, ça, je peux faire. » Voilà. L'idée que les chats vont mourir de faim chez elle, ça lui est insupportable. Et donc cette dame, qui est pas MacGyver, qui est une mère de famille, avec une voisine organisée, je sais même pas comment elles ont fait, elles sont rentrées dans l'immeuble en scred. Commando. Ouais, opération évacuation des chats à 3h du mat, dans le dos des pompiers. Et elle récupère ces chats, donc Timmy et Miu Miu, qui sont 2 chats improbables, qui se détestent l'un l'autre. J'adore les chats et tout, mais j'avais jamais eu à gérer des combats de chats, quoi. Une des missions aussi qu'on s'était donnée pour faire chier Gaudin, on s'était dit on va faire une tribune des personnalités marseillaises qui dirait que c'est inadmissible ce qui s'est passé, que c'est la faute de Gaudin, qu'on n'est pas d'accord. Et donc, mission, comment est-ce qu'on fait pour joindre ces gens-là? Ce qui est une question géniale à se poser dans la vie. Soi-disant, on est tous à 5 poignées de main de Barack Obama. Comment je fais si je veux appeler Zidane? Comment je fais si je veux appeler Cantona? Comment je fais si je veux appeler Pamela Anderson? Parce qu'à l'époque, elle était maquée avec un mec de l'OM. Un footballeur, oui. Il y avait un vernissage au Mucem d'une expo sur la danse qui était là et tout. Et donc, je demande comme un service de me faire inviter au truc VIP. Et est-ce que c'est possible d'inviter Pamela Anderson? C'est pas pour lui tomber dessus, mais c'est juste s'il y a moyen que je la croise, ce serait vraiment, vraiment chouette. Le service du mécénat, vraiment très, très gentiment, me dit genre, bon, peut-être on peut faire quelque chose pour toi, on va voir et tout. Et donc, Pamela Anderson n'est pas venue au vernissage, mais qui y a au vernissage? Il y a Sophie Calle. Sophie Calle, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une artiste contemporaine très très talentueuse. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Sophie Calle, elle a une carte blanche de la mairie de Marseille. Elle ouvre 5 expositions dans les 5 musées de la ville la semaine d'après. Il y a sa tête en 4x3 partout dans la ville. Je tourne sur Sophie Calle, elle me dit « Bon, envoyez-moi le texte, je verrai bien ce que je peux faire, je sais pas. » Et puis, au milieu de la nuit, elle me renvoie un message en me disant « C'est bon, je signe. » Ah bon? Là, nous, on fait la teuf. On a eu Soprano aussi, c'était la grosse teuf d'avoir Soprano. Mais en même temps, c'était plus simple au sens... Enfin, Soprano, IAM, qui sont des personnalités, bon, évidemment, énormes stars ici, mais moi, j'étais pas du tout surprise qu'on arrive ni à les joindre, ni à avoir leur accord. Parce qu'ils sont tellement ancrés dans leur quartier, parce que c'est des gens, voilà. Inauguration de l'exposition de Sophie Calle. J'ai un copain qui bosse sur le montage de l'expo et qui me raconte que Gaudin débarque dans l'expo en hurlant sur le directeur des musées de Marseille qui avait rien demandé à personne, en lui disant « Mais cette conne, elle nous chie dessus !» Et là, les copains me racontent ça au téléphone en disant « Meuf, là, vous avez réussi un truc, au moins, ayez la conscience tranquille. » Il est contrarié, ça va lui demander un effort. Il y a eu 8 morts. Il y a eu 8 morts, ça, il s'en fout. Mais là... Mais là, Sophie Calle lui chie dessus. T'imagines l'échelle de valeur. Après tous ces événements, toutes ces actions, tous ces échanges, toutes ces dingueries, vous renommez la place
de manière illégale, si on peut dire. Ouais, de manière en tout cas autonome. Donc les immeubles se sont effondrés quasiment sur une espèce de petit carrefour qui est au milieu de la rue d'Aubagne, sur lequel il y a une statue de Homer. Parce que Homer est le saint patron de Marseille. Et pour les 1 an de l'effondrement, donc 5 novembre 2019, et donc on avait convoqué tout le quartier en disant venez, on baptise la place. Il y avait une ambiance un peu vraiment République autonome. Mais ouais. Il y a un copain qui avait fait fabriquer des fausses plaques de rue, voilà, qui sont vachement plus belles d'ailleurs que celles qui sont faites par la mairie de Marseille. Là. Les copains qui savent faire ça ont sorti les perceuses et tout et ont mis les plaques dans le mur. Je peux te dire que bonne chance pour les enlever. Et elles y sont encore aujourd'hui. On a tous les niveaux de compétences, c'est-à-dire il y a des gens qui ont rebaptisé la place aussi sur Google. Tu vois, tous les endroits où on pouvait le faire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le faire passer au conseil municipal, mais c'est la seule chose qu'on ne pouvait pas faire. Tout le reste, sérieux, on l'a fait. Et ça, la conclusion de ça, quand même, ça a été que après les élections municipales, la majorité a changé. On a eu une nouvelle maire qui s'appelait Michèle Rubirolac. Une des premières choses qu'elle a faites, ça a été de faire valider par le conseil municipal le nom de la place du 5 novembre. C'est des moments de fluidité comme ça. On n'est tellement pas à l'habitude de ça dans notre vie démocratique. Tu vois, on est dans un pays dans lequel ça nous paraît vraiment hyper bizarre que les citoyens organisent quelque chose, fassent quelque chose et que le politique juste le valide. Ça, c'est hyper beau. C'est beau. C'est notre histoire, tout ça, ces plaques. Et dans toute cette année d'existence, de réalité, de partage, il y avait l'ombre de ce prix qui planait, avec toutes les sollicitations. C'était pas très confortable d'être militante ici, d'avoir très envie d'être impliquée ici en tant qu'habitante du quartier, pas en tant que starlette de l'année du monde littéraire parisien. Vraiment, le collectif, ça a été toute ma vie pendant 1 an quasiment. Enfin, vraiment, c'était en plus une expérience humaine. Et puis, moi, j'ai appris énormément. Aussi sur la manière dont on habite les espaces dans lesquels on vit. Et ce qui fait que pour les 1 an, c'est-à-dire les 1 an des effondrements, c'était aussi les 1 an de mon prix. Les membres du jury, hyper gentiment, m'ont proposé de venir à Paris pour finalement boire du champagne avec eux, avec 1 an de retard, au moment où ils allaient remettre le prix à la personne suivante. Et j'ai vachement hésité. En me disant que j'avais pas du tout envie de donner l'impression que je les snobais, enfin vraiment pas, parce que je suis ultra reconnaissante de ce que ça m'a apporté. Mais par contre, encore une fois, je me sentais ultra décalée, parce que c'est pas une question de deuil, moi j'ai pas perdu des gens dans cette histoire, mais par contre, c'est un processus qu'on a vécu ensemble. Et donc pour moi, c'était beaucoup plus important de rester ici et de passer cet anniversaire-là avec les gens du quartier, plutôt que d'être à Paris en train de boire du champagne. Donc j'ai loupé 2 fois le champagne à Paris. Mais on a vu des bières au bar du Peuple, qui est le QG du quartier, et c'était ça l'endroit juste. Sans abaisser la valeur du prix Renaudot, je pense que le drame qui s'est passé à côté recadre la consécration, voilà, je pense. Ouais, ça relativise. Et ça la rend pas moins importante, ça la met juste à la bonne place. Ouais, exactement. Ça te met toi à une bonne place, en fait. C'est ça qui est assez fort. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Est-ce que tu aurais un bruit, un son qui te rappelle Marseille, où que tu sois dans le monde? Je vais dire un truc un peu carte postale, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que voilà, on est dans une ville portuaire et parfois t'entends les sirènes des bateaux qui partent et t'entends les gabions. Les goélands à Marseille s'appellent les gabions. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'on a renommé ou est-ce que c'est une espèce particulière? Quand t'es le dimanche matin, qu'il n'y a pas trop de bruit, que t'as les fenêtres ouvertes, que c'est le printemps, il fait beau, t'as la lumière de Marseille qui est divine, et que t'entends ces trucs-là, et là tu te connectes à cet espace-là. L'histoire du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com